Jean Tible, bienvenue. Merci. On va parler du Brésil. Première question, est-ce que tu pourrais très brièvement te présenter? Oui. Je suis professeur de sciences politiques à l'Université de São Paulo et j'ai aussi une petite trajectoire militante au sein du PT et aussi de groupes, on pourrait appeler alternatifs. Et de la place qui est la tienne au PT et à l'université, quelle est l'évaluation que tu peux faire de la situation actuelle à la fois du Brésil, des institutions brésiliennes, de la vie politique et sociale brésilienne, et celle du PT qui est à la veille d'un congrès? Oui. Bon, on peut dire que c'est une situation très difficile parce qu'on a donc vécu l'année dernière un coup d'État. Bien sûr que ce n'est pas un coup d'État classique, militaire, tout ça, mais qui a été exécuté par un complexe parlementaire, média, judiciaire et population, une partie de la population. On ne peut pas ne pas dire que le coup d'État, au moment où il était donné, était populaire ou était, d'après les sondages au moins, représentait la volonté de la majorité des Brésiliens. Mais je pense que déjà les gens s'aperçoivent que c'était un casuisme, on va dire, quoi. Parce qu'on ne peut pas, pour une raison presque anodine, d'une pratique qui était adoptée par plusieurs autres gouvernants en même temps et avant, enlever une présidente qui avait été élue par 50 millions d'habitants, d'électeurs. Donc on vit donc une période, c'est un peu, si on fait ça avec le poste le plus important, c'est un peu, en rappelant l'écrivain russe Dostoïevski, tout est permis maintenant. Et donc toutes les conquêtes récentes des années 80, 90 et 2000 sont sur la table et donc peuvent être remises en cause. Par exemple, est-ce qu'il y a déjà des remises en cause? Oui, il y a déjà le plafond des dépenses sociales, non, les pensions, le droit des peuples indigènes, bientôt viendront les actions affirmatives, et plein de conquêtes démocratiques qui ont permis, on va dire, presque une nouvelle subjectivité où tu as une partie de la population qui était humiliée ou soumise, ou n'avaient pas de droits, ou seulement sur le papier, qui les ont conquis. Et donc c'est un peu, on vient, c'est une possibilité, on est en plein dedans, quoi. On ne sait pas encore. Tu parlais d'un moment difficile, j'imagine que c'est en relation avec ces décisions qui ont été prises par le nouveau gouvernement. Mais est-ce que du côté du gouvernement, on a le sentiment aussi d'être dans un moment difficile, ou est-ce que ce gouvernement bénéficie de soutien d'un certain nombre de partis, de l'opinion publique? C'est un peu paradoxal parce que c'est un gouvernement fort et faible. Il est faible parce qu'il a très peu de légitimité. La popularité de Temer est en dessous de 10%. Temer étant le nom du président. Oui. Et donc, et en même temps, il est fort parce qu'il a une majorité très forte au Congrès. Il a approuvé ce plafond des dépenses qui était une chose d'impensable. Il veut toucher maintenant le droit travailliste. Et donc, il a aussi une force. Mais en même temps, il démontre faiblesse parce qu'il y a beaucoup de répression. Et on ne sait pas encore. Aussi, tout est très instable parce que Temer va peut-être être mis dehors par le tribunal électoral qui va juger le cas s'il y a eu des dépenses non comptabilisées dans l'élection de Dilma par laquelle il était vice-président. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, il y a une instabilité très grande. Il y a des rumeurs qu'ils vont peut-être essayer d'approuver le parlementarisme, et donc on n'aurait plus un président élu directement, ici indirectement. Et donc il y a tout un... Avant les prochaines élections présidentielles. Oui, avant. À ce point-là, ça a l'air un peu... c'est peut-être même un peu bizarre de dire ça, mais on ne sait même pas s'il y aura des élections présidentielles directes en 2018. Et maintenant, il y a eu la mort du juge de la Cour suprême, mais en février, allait dévoiler je sais pas si on dit la délation, non, tout ce que Odebrecht, comment elle finançait le système politique. Et donc là, ça doit toucher presque tout le système politique. Donc en février, on allait avoir quand tu dis cette bombe. La mort de ce magistrat, qui était chargé d'un dossier explosif, oui, politiquement parlant, est-ce que la mort de ce magistrat, elle peut être qualifiée?
Comment est-il est mort? Ah oui, il était dans un avion particulier d'un homme d'affaires important. Il était ami de cet homme d'affaires et ils allaient dans une ville entre Rio et São Paulo, Paraty, et l'avion est tombé. Les éléments initiaux disent que ça serait une erreur du pilote. Il faut encore voir les investigations. Mais ça va peut-être retarder, mais il n'y a pas de climat dans l'opinion publique pour stopper la Lava Jato, qui était un peu le pari de ceux qui ont viré Dilma. Dilma était destituée en partie parce qu'elle donnait plus de sécurité au système politique, qu'ils allaient être blindés ou qu'ils n'allaient pas être touchés. Et donc on parle d'un système politique où la moitié ou plus de la moitié des sénateurs et des députés sont sous investigation. Et donc il y a un système qui s'écroule, mais qui... Pour l'instant, les seuls responsables politiques qui ont été jugés incarcérés sont les responsables du PT. Oui, principalement. Il y a un peu du PMDB. Oui, ça a commencé du PMDB, et c'est une des critiques de cette opération qu'elle serait sélective. Mais justement, cette Odebrecht, donc, qui est une des entreprises les plus importantes, il impliquerait donc les exécutifs, les cadres d'Odebrecht, impliquerait tout le système, parce que le Brésil, son système politique est financé, même légalement, par les financements privés. Le fonctionnement des partis, des campagnes, on a des campagnes une des plus chères au monde. Tout ça, c'est, on va dire, les donations légales. Mais même ces donations légales, elles incluent aussi on peut dire des faveurs, mais où on touche tout le monde, où ça fait un peu bizarre, quoi. C'est pas, disons, pas très républicain. Et quelle est la situation de l'espace qui était celui des électeurs du PT, des électeurs qui ont élu en 2014 Dilma Rousseff? Où est-ce qu'ils sont passés? Et qu'est devenue la coalition, que sont devenus les partis de gauche qui soutenaient Dilma Rousseff? Oui, bon, là, en fait, le PT, qui était le grand parti, on va dire, de la gauche institutionnelle, il est très affaibli, et donc ça, au fait, on peut dire qu'il y a eu un certain virage de Dilma qui a fait perdre une bonne partie des électeurs. Dilma, il faudrait voir les chiffres avec plus d'attention, mais fin 2014, quand elle venait de se faire élire, elle avait une popularité, on va dire, de 50%. Et elle a chuté en peu de semaines vers 20%. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à toucher à des questions de l'assurance chômage, et ça a été vu par la population comme un retrait des droits. Non? Donc bien sûr qu'il y avait des excès, parce que le chômage était très bas et les dépenses d'assurance chômage augmentaient. Donc il y avait un petit problème. Mais les riches ne payent pas beaucoup d'impôts au Brésil, les dividendes ne sont pas taxés, et donc il y a tout un excès des riches qui fait beaucoup plus de mal au pays, à sa fiscalité, que cette question-là. Donc ça a été vu comme un peu une rupture avec le discours. Le Brésil venait de 7 élections présidentielles d'affilée. Jamais de l'histoire le Brésil avait fait ça. Donc les électeurs aussi sont attentifs. Si le candidat dit une chose et fait une autre, on le paye. Mais depuis, il y a eu la destitution, oui. le golpe. Et comment ont réagi les électeurs de Dilma? Donc, il y a un peu un climat qui ressemble un peu, d'une façon différente, au que se vayan todos, né, aller tous dehors, d'Argentine en 2001. Donc, au fait, presque tous les politiques sont mises en suspicion, quoi. Il y a une critique, on va dire, radicale du système politique. Et donc, Temer est encore plus impopulaire que Dilma, mais le PT n'a pas réussi, et ses alliés n'ont pas réussi à mobiliser la population pour faire comprendre que c'était un coup. Parce que la situation économique n'était pas bien, et aussi le PT avait eu un scandale de corruption en 2005, a bien survécu. Après, il y a le jugement de ce scandale en 2012, et il a par exemple gagné la ville de São Paulo, la plus importante. Et ce discours de PT corrompu, finalement, a pris. Aussi à cause de cette continuité, hein. Parfois on répète un discours et il finit par prendre, mais aussi parce que là ça a touché Petrobras, qui était le symbole des changements du PT. Petrobras c'était le symbole du projet qu'on peut appeler pétiste, un certain, on va dire, développement avec... La grande société pétrolière oui.
capitale qui était un peu ce symbole d'un Brésil plus respecté et qui un peu gagnait plus d'autonomie et en même temps distribuait les revenus. C'est la raison pour laquelle le PT a été, on peut dire le mot, sanctionné aux élections municipales du mois d'octobre. Oui, et le PT, en même temps, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert les perspectives de vie pour les Brésiliens. Donc, il y a une ascension sociale brutale et aussi, mais pas seulement au niveau des revenus, mais aussi de possibilités de vie, presque des possibilités existentielles. Mais en même temps, il n'a pas réussi à aller au-delà. Il s'est un peu reposé sur ses lauriers, qui étaient pas mal. Mais même ce changement a provoqué aussi plus de désir de la société. Le PT n'a pas réussi à faire face à ça. Et dans ce contexte de crise économique, le prix des commodities, des matières premières, a chuté. Et donc, d'une certaine façon, la magie du loulisme n'était plus possible, de donner aux pauvres sans retirer aux riches. Le conflit redistributif s'est accentué. Le coup, c'est un peu ça, quoi. Il a été, on va dire, résolu par la voie conservatrice de droite, ou ce que vous voulez. Et aussi, il y a aussi une réaction à... Il y a je ne sais quoi de contre-révolution, parce que le mouvement noir gagnait de la force, le mouvement féministe, le mouvement des peuples indigènes, autochtones. Et donc, il y avait... La droite a eu peur de ça, d'une certaine façon, et aussi sentait une abstinence électorale. Parce que le PT a gagné 4 fois d'affilée. Jamais ça s'était passé au Brésil. Donc, il y avait une peur que la prochaine, c'est Lula qui va se présenter, va gagner. Après, il peut se faire élire, ils ne vont jamais sortir. Et donc, il commençait à parler, comme dans les années 60, d'une dictature, alors que... c'est totalement absurde. Et est-ce que de toutes ces questions, de toutes ces contradictions, est-ce qu'il va en être question au prochain congrès du PT qui se tient au mois d'avril, je crois, c'est à Polo? Oui. Le PT doit maintenant, je pense, repenser sa stratégie après avoir souffert ce coup et en même temps d'avoir résisté mais pas réussi à le stopper. Non, parce qu'il s'est annoncé pendant plusieurs mois. Il y a eu des mobilisations de rue, tout ça, mais ça n'a pas pris à ce moment-là pour l'opinion publique. Et aussi, il faut se repenser, parce que en même temps qu'il a fait, disons, globalement un très bon gouvernement national, il s'est un peu arrêté où il a perdu de la vitalité. Par exemple, une marque qui était le municipalisme du PT. Donc tous les programmes fédéraux de la période Lula et après, ils venaient des mairies du PT. Donc le budget participatif, les politiques sociales, tout ça, ils venaient d'en bas, on va dire, d'une certaine façon. Et le PT a un peu abandonné ça. Et donc, au fait, à la fin, a fait plus des gouvernements un peu meilleurs que la droite, mais plus avec ce changement plus fort, plus poussé. Donc c'était pas... il s'est un peu, d'une façon générale, accommodé au pouvoir. Je comprends l'argument, mais je repose ma question. Est-ce que ça va être l'un des enjeux du prochain congrès? Est-ce que tous ces défaillances ou ces oublis, le bilan des dernières années, est-ce qu'il va être au cœur du prochain débat? Il va être, mais je ne suis pas sûr que la majorité des participants veut réellement changer quelques mauvaises habitudes qu'on a prises. Non, je crois qu'il y a malgré tous les avertissements qu'on a reçus, donc par exemple, Dilma commençait à perdre dans les grandes villes. Oui. La dernière victoire de Dilma, elle était un peu à l'arraché déjà, il y avait plein de signes, mais on n'a pas réussi encore à reprendre le débat, même les appels de Lula. Lula veut dire, ah non, il faut changer de parti, même le président du parti dit il faut changer, mais en fin de compte, où on n'arrive pas, on ne sait pas faire. Donc peut-être que le Congrès peut être un moment pour ça, mais c'est pas gagné. Est-ce qu'il y aura un nouveau président du PT au terme de ce Congrès? Oui, il y aura. Oui. Il y a des pressions pour que Lula soit président, apparemment il ne veut pas, et il y en a d'autres. Il y a d'autres possibilités. Et aussi, il y aura, comme toujours au PT, le PT est intéressant parce que
les membres ne sont jamais d'accord sur aucun point, donc il y aura des débats, tout ça. Mais je ne sais pas si en plus d'un renouveau de la direction, il y aura, on va dire, un renouveau de la direction dans l'autre sens, pas des personnes, mais du chemin politique, on va dire, de la dynamique, non? Mais c'est à voir. En fait, les débats sont en cours encore, non? Donc c'est peut-être, on verra mieux dans quelques mois. J'ai une dernière question. Il s'est passé un événement important aux États-Unis. Il y a un nouveau président qui est extrêmement radical dans son conservatisme, Donald Trump. Est-ce que cette élection a un écho, a une incidence dans les affrontements politiques, dans les enjeux politiques brésiliens? Oui, l'autre jour, j'ai pensé à un parallèle entre le Brésil et le monde. C'est qu'en 2008, on a eu, à partir de la crise économique, financière, et qui serait en général le terrain de la gauche, non? La gauche a toujours pensé que la crise serait même le moment de la révolution, tout ça. Et la critique du mainstream politique économique, finalement, elle est plus poussée par la droite, même l'extrême droite. La gauche, à part quelques endroits, elle n'arrive pas à incarner cette insatisfaction avec les inégalités qui se creusent partout et tout ça. Et en même temps, au Brésil, on a eu juin 2013 qui était un questionnement, une interrogation, un système politique économique qui allait mieux, mais les gens voulaient plus et voulaient changer. Et c'était des demandes surtout de gauche, mais que la droite, finalement, a su en profiter. Et donc c'est un peu d'un mode plus global. Je crois que cette percée d'extrême droite est très préoccupante, et en plus au Brésil, et c'est quelque chose pas états-unien, c'est quelque chose qui va au-delà, et donc c'est inquiétant dans un pays qui n'a pas encore réglé plein de problèmes, par exemple de l'esclavage. On est toujours un pays malheureusement esclavagiste, on a une population indigène, les peuples indigènes qui sont aussi dans une situation pas très bonne, on a une quantité de pauvres et misérables encore, même avec l'amélioration ces dernières années. Et donc, dans ce contexte, une percée d'extrême droite peut nous rendre très inquiets. Mais d'une façon aussi, c'est un peu dans une inspiration de Walter Benjamin, c'est l'extrême droite perce quand la gauche ne fait pas son travail. D'accord. Merci.